Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 6 mètres. Nous sommes mardi, c'est l'heure du foot sur Noah, émission 100% ballon rond pour décortiquer, commenter, analyser toute l'actu du foot dans la région et même parfois un petit peu au-delà. Nos deux invités ce soir, même pas des invités, ce sont nos spécialistes qui vont décortiquer tout ça. Christophe Hutto, agent de joueurs, notamment du Landais, Gaëtan Laborde. Bonsoir Christophe, merci d'être avec nous encore sur le plateau de cette émission. À vos côtés, Gaëtan Huard, ancien gardien de but professionnel, notamment des Girondins de Bordeaux, finaliste de la Coupe UEFA. C'était il y a 25 ans, Gaëtan. Déjà ? Oui, déjà à 25 ans. Bonsoir Gaëtan, merci d'être avec nous. Je ne voulais pas vous ruiner le moral, c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue et vous planter un petit peu dans le décor. Pour nos téléspectateurs, voici le menu de ce mardi soir. Messieurs, avant Dijon-Bordeaux ce dimanche en Ligue 1, cette question, les Girondins vont-ils relever la tête ou s'enfoncer encore un peu plus? C'est compliqué sur le terrain pour les Bordelais. Ça allait également dehors. Bordeaux peut-il déposer le bilan au printemps? Vous nous direz tout. On évoquera aussi la Ligue 2 et cette question sur Didier Tholo, l'entraîneur palois qui fait des miracles actuellement avec le club béarnais. Est-il sous-coté dans le paysage du foot français? Enfin, clap de fin pour le football amateur, en tout cas sous sa forme actuelle. L'annonce officielle sera la semaine prochaine. La saison est terminée, encore une fois, sous sa forme actuelle. On va en parler. Commençons d'abord, messieurs, par les Girondins de Bordeaux. Battus il y a 8 jours face à Paris, 6 défaites en 7 matchs, un match nul, et qui joueront à Dijon le dernier ce dimanche. Est-ce que c'est un match terriblement important, Gaëtan Huard, pour les Bordelais? Il est important parce qu'ils se déplacent à Montpellier juste derrière, donc ça fait 2 déplacements de suite. Et Dijon, si on doit choisir entre Dijon et Montpellier, on a plus de chances de prendre des points à Dijon qu'à Montpellier. Donc c'est un match très très important, voire crucial, parce qu'il reste 10 journées. Il faut déjà prendre les 3 premiers points. Je pense qu'avec 7 points, ils sont sauvés. Mais il faut quand même les prendre. Alors ça, 7 points, vous avez fait un petit calcul. Hein. Je vous ai vu bien travailler et préparer cette émission, Gaëtan. Vous avez le calendrier sous les yeux. 7 points, ça fait 2 victoires, un nul. Lors des matchs qui restent, est-ce que Bordeaux en est capable, sachant que Bordeaux, rappelons-le, n'a pas gagné depuis le 24 janvier, Christophe Hutto? Nous l'espérons tous. Maintenant, force est de constater, à la lecture des notes de notre ami Gaëtan, que le calendrier est on ne peut plus compliqué pour Bordeaux d'ici la fin du championnat, parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer un adversaire, cet adversaire va jouer soit le maintien, soit la course à l'Europe. Donc, c'est pour le moins compliqué. Et à cela, il faut aussi rajouter ce paramètre psychologique. Bordeaux n'est absolument pas préparé à jouer le maintien. Ça va être un combat. Une équipe comme Lorient, une équipe comme Metz, même si Metz réalise une superbe saison, mais toutes ces équipes sont conditionnées dès le départ à jouer le maintien. Bordeaux, non. Donc, j'espère, et je ne veux pas être pessimiste, mais en étant pragmatique, c'est chaud. 8 points d'avance sur le barragiste, est-ce que ça sera suffisant? On le verra à la fin. Merci, C'est la bonne réponse. Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que l'entraîneur bordelais a les solutions pour relancer son équipe? La première solution, c'est de prendre les 3 points très rapidement pour se remettre dans le bon chemin et puis prendre confiance face à Dijon. Si vous prenez 3 points, déjà, ce sera plus facile d'aller à Montpellier derrière, en espérant aller gratter quelque chose. Mais c'est vrai qu'il faut prendre des points un petit peu partout maintenant, même si on ne prend qu'un par moment, mais il faut le prendre. Il y a, je vous dis, peut-être 6 voire 7 points à prendre. Ça suffira peut-être. Là, vous avez été gardien de but à Bordeaux, on le sait, mais aussi à Lens, à Marseille. Quand on traverse une série aussi difficile, ça n'est pas arrivé souvent dans votre carrière, hein. Je vais vous faire rougir, mais c'est arrivé un peu quand même de temps en temps. Quels sont les ressorts entre joueurs? On se dit c'est là où l'entente entre joueurs est fondamentale? Ça m'est arrivé parce qu'on s'est sauvé au Racing Club de Lens lors de ma dernière saison au Racing Club de Lens, lors de la dernière journée face à Niort. On perdait 1-0 et on gagne 3-1 à l'arrivée. On se sauve grâce à ça. Mais c'est une unité entre les joueurs, c'est ça? Ouais, de toute façon, il faut se dire une chose qui est certaine et qui est prouvée, c'est que les joueurs ne pourront s'en sortir que par le sportif, par le terrain. C'est pas les gens qui sont autour, l'administratif et tout, qui pourra sortir le club de la lornière, c'est le sportif avant tout. Et je pense qu'il doit y avoir une unité forte qui doit se faire entre joueurs pour une même cause, celle d'aller sauver les Girondins de Bordeaux. Et ça, c'est essentiel. Il ne faut pas commencer à se tirer dans les pattes les uns et les autres. Je crois qu'on doit être unis tous ensemble pour les anciens, les médias locaux, les dirigeants, tout le monde, les supporters aussi. Il faut être pour la cause sportive, et la cause sportive, c'est celle qui sortira les Girondins de Bordeaux avant tout. L'état d'urgence aux Girondins, on l'a bien entendu, Gaëtan Huard, avec Jean-Louis Gasset, toujours l'homme de la situation sur le banc. Je ne suis pas en train de dire qu'il va quitter ses fonctions, mais est-ce que Jean-Louis Gasset a la clé pour relancer tout ça? En ce moment, on a l'impression que non. C'est compliqué là aussi, je ne veux pas taper en touche, mais c'est compliqué de prétendre qu'il est l'homme de la situation ou qu'il ne l'est pas. Ça, c'est une réponse de Normand, hein, monsieur Hutto. Non, mais c'est pas, on se connaît assez pour que vous sachiez que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Là, en disant que je ne sais pas, je suis très objectif. C'est compliqué, j'ose espérer.
toute façon, si Jean-Louis était amené à quitter Bordeaux, qui allez-vous mettre à la place? Et est-ce que cette personne, à 10 matchs de la fin, à 9 ou 8 matchs de la clôture du championnat, est-ce que cette personne ferait mieux? Mais vous savez comme moi que la question peut se poser pour des dirigeants. Si Bordeaux continue de perdre et de perdre et de perdre, il y a un moment, il faut un électrochoc. Et malheureusement, souvent, c'est l'entraîneur qui paie les pots cassés, Gaëtan Huard. Oui, c'est l'entraîneur qui paie les pots cassés, mais bon, est-ce que c'est le moment de refaire encore un électrochoc de cette façon-là avec les entraîneurs? Je crois que 10 journées, ça va passer très vite, hein, on est vite à la fin du championnat. Donc je crois qu'il faut, je répète ce que j'ai dit précédemment, il faut avoir l'unité, tout le monde, que ce soit du staff technique, que ce soit des joueurs, le soutien des supporters, ils l'ont. C'est pas le moment de rajouter de l'agitation. Non, c'est pas le moment de rajouter l'agitation. Je crois que ça fait des saisons que le club est un peu perturbé avec la vente, l'acquisition, la GACP qui a fait n'importe quoi, King Street qui essuie les plâtres de GACP. Je crois qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été. On parlera des choses après, mais pour l'instant, c'est l'aspect sportif et uniquement l'aspect sportif qui doivent prévaloir. Juste une question pour terminer cette partie sportive. Christophe Hutto, la gestion d'Hatem Ben Arfa, remplaçant contre Metz l'autre jour, accusé entre guillemets un peu d'individualisme par Laurent Koscielny sans le nommer. Remplaçant contre Paris, c'était beaucoup plus surprenant. Il a fallu attendre qu'il rentre pour qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Côté bordelais. C'est surprenant, oui et non. On en parlait la semaine dernière ici même. J'ai la prétention de dire que je connais bien Hatem pour l'avoir côtoyé lors de ces années marseillaises. Hatem, si vous le prenez de front, il se referme, tel une huître. L'image n'est pas de moi, mais elle est de Gaëtan tout à l'heure, en aparté, mais il a totalement raison. C'est un garçon, aujourd'hui on a besoin de lui. On a besoin de lui. Lui, on sait comment il fonctionne, c'est un affectif. C'est pas le moment de se poser des questions. Le Hatem Ben Arfa d'aujourd'hui, c'est celui d'hier, mais c'est aussi celui d'il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. On peut pas le découvrir. Il fonctionne de cette façon-là. Donc, aidons-le, on a besoin de lui. Alors, on a besoin d'Hatem Ben Arfa côté bordelais. Ça, c'est pour la partie sportive. La partie en coulisses, en tout cas, la situation économique est au moins aussi inquiétante que celle sur le terrain. Alors, il y a la crise sanitaire que l'on connaît, mais pas que. Gaëtan Huard en parlait il y a quelques instants avec la gestion un peu catastrophique de l'équipe précédente. Le déficit pourrait atteindre 80 millions d'euros au 30 juin, selon Frédéric Longuepé. L'hypothèse d'un redressement judiciaire est-elle possible? Est-ce que King Street va dire stop, c'est fini, on arrête? J'y crois pas une seconde. Et redressement judiciaire et peut-être dépôt de bilan? J'y crois pas une seconde, tout simplement parce que, en termes d'image, King Street, il faut le savoir, c'est un énorme fonds d'investissement américain. En termes d'image, il ne peut pas se permettre de jeter l'éponge de cette façon-là. Alors qu'il veuille se débarrasser du bébé... Oui, mettre en vente, par exemple. Probablement. Maintenant, je vois personne de normalement constitué, mentalement parlant, pour venir mettre 80 millions d'euros juste pour combler un déficit. La situation est grave à Bordeaux, mais elle ne l'est pas qu'à Bordeaux. Elle l'est également dans l'ensemble des clubs. Alors oui, c'est exacerbé à Bordeaux pour toutes les raisons que l'on connaît, la gestion calamiteuse de GAPC, et nous n'en dirons pas plus ici et pour l'instant. Mais oui, Bordeaux est en train de payer tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes inquiet, Gaëtan Huard? La situation économique des Girondins. Christophe Hutto lui disait, c'est vrai, il y a beaucoup de clubs avec la crise sanitaire qui sont en difficulté. Mais est-ce que ça inquiète côté bordelais? Bon, comme l'a dit Christophe, il y a l'image de King Street qui ne peut pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'après, ça serait sur un plan mondial pour eux une mauvaise image, et sur ça, ils ne peuvent pas se prévaloir de faire d'erreurs. Donc, après, ils ne vont pas mettre des fonds perdument sans arrêt. C'est ce que j'allais vous dire. Qui a remis 25 millions en décembre pour satisfaire la DNCG. Après avoir déjà mis 30 millions l'été dernier, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont dire stop, ça suffit. On n'est pas là non plus pour alimenter tous les 6 mois le compte du club pour lui permettre de ne pas mourir, disons. Oui, si ce n'est que il faut aussi qu'il fasse... Même s'ils ont de l'argent, mais quand même. Complètement, mais il faut qu'il fasse, il faut faire face à ses responsabilités. Personne ne les a obligés à venir investir dans les Girondins de Bordeaux. Donc ils l'ont fait, à eux, et ils le font jusqu'à présent. Il faut leur rendre grâce à ce niveau-là, à eux de faire face et de payer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Les conséquences de la gestion précédente aujourd'hui qu'on paie encore aux Girondins, Gaëtan Huard? À tous les niveaux, au niveau sportif, au niveau recrutement, au niveau départ qu'il y a eu dans le club et tout, l'ossature du club, le noyau même fort du club qui a été dégagé par GAPC, pardon, c'est ça, qui a été dégagé plus ou moins avec des identités fortes du club. Non, c'était une famille, une grande famille. Un club, je l'ai déjà dit précédemment dans les autres émissions, c'est culturel. Il y a une culture bordelaise et cette culture bordelaise, c'était l'âme même du club. Aujourd'hui, on n'est plus dans la culture bordelaise. On est dans une culture internationale, mais qui marche pas. On ne voit pas uniquement Girondin, on le voit partout.
tous ceux qui viennent s'implanter dans les directions et qui viennent avec d'autres cultures. Déjà, on est très localisé régionalement. Vous imaginez la culture internationale, c'est-à-dire américain, japonais, chinois. Quand vous arrivez, il y a une culture de la vigne, une culture de la région, des habitudes, des gens qui vivent et qui connaissent cette région et le club par cœur. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et ça, on ne le prend pas en ligne de compte suffisamment, à mon avis. Alors après, si je peux me permettre, non, Nicolas, il faut aussi reconnaître qu'ils investissent à un moment donné où c'est une catastrophe. Ah, oui. Les stades sont fermés depuis le mois de mars, il n'y a pas de sponsors. En plus, nous, en France, on s'est distingué par le défaut de Mediafoot. Résultat des courses, même si Canal est venu au secours avec beIN du football français, mais ça va être moins 350, moins 400 millions par rapport à ce qui était espéré. Donc c'est vrai que pour un propriétaire qui s'appelle King Street, qui s'appelle McCourt ou qui s'appelle Laurent Nicolin, c'est une catastrophe, bien évidemment. Et on suivra ça au printemps. L'actualité des Girondins, évidemment, hors du terrain, sur le terrain. C'est ce dimanche en Ligue 1 à Dijon. On va parler de Ligue 2 maintenant, messieurs, avec Pau qui sera en déplacement à Grenoble. Et pour saluer le travail qu'est en train de réaliser Didier Tolo, votre ancien partenaire aux Girondins de Bordeaux, lors de la fameuse épopée, j'y tiens, ce soir en Coupe UEFA en 1995-96. Gaëtan Huard, Didier Tolo est-il en train de faire des miracles? Parce que Pau est sorti de la zone rouge quasiment pour la première fois, je crois, depuis le début de la saison. Ils sont sortis depuis qu'ils ont le nouveau stade. L'effet Moustecamp, le stade de Pau. Ils sont bien appropriés leur stade, c'est une bonne chose, c'est aussi une motivation supplémentaire. Mais Didier a toujours eu les qualités d'être un entraîneur, il a toujours eu cette passion du football et cette passion d'enseigner. Après, comme je disais à Christophe tout à l'heure, tu fais aussi avec les joueurs que tu as. S'il n'a pas une équipe suffisamment huppée et solide pour aller faire les joutes de la Ligue 2, qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'anciens clubs de Ligue 1, de pensionnaires de la Ligue 1, qui ont l'habitude. Et quand tu n'es pas armé pour faire ça, tu souffres toute la saison. Quand tu sais que tu pars et que tu joues le maintien déjà d'entrée, c'est jamais facile. En plus, lui, il est arrivé dans le club. Mais bon, il s'en sort bien, tant mieux. Si ça se redresse, c'est tant mieux pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors Christophe, je sais que vous allez être objectif, même si Didier Tolo travaille avec vous travaillez avec Didier Tolo. On a quand même la sensation qu'il est sous-coté comme entraîneur. En Ligue 1. En Ligue 2, on sait qu'il a entraîné à Châteauroux, à Reims, à Libourne-Saint-Seurin, entre autres, à Nancy. Il a entraîné en Suisse, à Sion. Il a gagné la Coupe de Suisse avec Sion. Il avait d'ailleurs fini devant les Girondins en Ligue Europa dans la poule il y a quelques saisons de ça. Est-ce qu'il est sous-coté, Didier Tolo? Et si oui, pourquoi? Il l'est, assurément. Parce que Didier, aujourd'hui, j'estime, au même titre que d'autres entraîneurs, de jeunes entraîneurs, mérite d'entraîner et d'avoir sa chance en L1. Didier, c'est malgré tout un palmarès, vous venez de le rappeler. Alors, je sais qu'on a toujours, nous, ici en France, cet air un peu condescendant. Ce qui se fait en Belgique, ce qui se fait en Suisse, oui, bon, le niveau... Ben non, chaque année, et on le voit en Ligue des Champions notamment, les clubs suisses sont là, répondent présents. Il y a Bâle et bien d'autres en Ligue Europa. Donc, à chaque fois qu'il a été à Sion, il a gagné quelque chose et à chaque fois, il a maintenu le club. Il est tombé contre Bordeaux en Ligue Europa dans la même poule. Il y avait quand même, excusez-moi, Bordeaux, Liverpool, Sion donc, et Rubin Kazan. Eh ben, le Sion de Didier Tolo a réussi à se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa. En venant gagner ici à Bordeaux, d'ailleurs. En venant gagner et en faisant match nul en Suisse contre Bordeaux. Donc oui, c'est un garçon qui a une expérience. En plus, Didier a toujours été très apprécié du public bordelais parce que c'est quelqu'un qui a toujours tout donné. C'est quelqu'un qui ne calcule pas. Maintenant, vous expliquez le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui il est sous-coté ? Peut-être qu'il avait aussi besoin de faire ce parcours initiatique, de connaître ces moments difficiles dans les divisions inférieures. Mais ce que je suis prêt à faire, c'est de prendre le pari que le jour où un club de L1, Bordeaux, pourquoi pas, il est bordelais, son épouse est ici, ses enfants également, donc ça pourrait être pourquoi pas une solution à court, moyen ou long terme. Mais je suis sûr que Didier répondra présent, parce que c'est aussi quelqu'un, et ça je parle sous le contrôle de Gaëtan, de très apprécié par ses joueurs. Non, moi je le dis, il a une très bonne image auprès du football, du monde du football, en tant que joueur, aussi en tant qu'entraîneur. C'est un homme appréciable, respectable, parce qu'il aime aussi se faire respecter. Mais en revanche, il est brillant dans tout ce qu'il met en place, dans tout ce qu'il décide. Il est juste. Et le mot juste, c'est pas si peu de le dire, parce que la justesse, c'est de savoir dire non, comment savoir dire oui.
Et ça, il sait le faire, il sait faire les deux choses. Et on le salue, Didier Tolo, parce que parfois il nous regarde, je sais, donc on peut l'envoyer et lui transmettre plein de bonnes choses pour la fin de la saison, de Ligue 2 de Pau qui sera à Grenoble, et bonne chance aussi également à Niort, qui a quasiment presque son maintien assuré en Ligue 2. Ça va mieux du côté de Niort après une série de défaites il y a quelques semaines. Niort qui avait battu Pau et qui allait un peu mieux. On va terminer cette émission, messieurs, par parler du foot amateur. Alors, ce n'est pas encore officiel. J'en perds mes feuilles, ça sera probablement la semaine prochaine à l'issue de l'Assemblée Générale de la Fédération. La saison, en tout cas en tant que telle dans le football amateur, est terminée. Il va y avoir peut-être, on va en parler après, d'autres formes pour maintenir l'activité dans les clubs. Le coup d'arrêt du football amateur à cause de la crise sanitaire, bien évidemment. Est-ce qu'il vous paraît logique, Christophe Hutto ? Cette saison, on n'est que début mars. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de terminer la saison et d'attendre un peu jusqu'à fin juin, etc. je vais faire un petit peu d'ironie, un peu d'humour. Quand on voit qu'on a interdit effectivement les gens de monter dans le métro, dans le RER, et qu'on leur interdit d'être les uns sur les autres, c'est logique d'arrêter des matchs en plein air où il y a 100 personnes. Non, franchement, ça n'a ni queue ni tête. En plus, cette décision vient aggraver une situation économique et financière catastrophique pour la plupart des clubs amateurs, et je pense qu'ils méritaient tout sauf ça. Alors, c'est pas la responsabilité de la 3F, hein. Non. C'est pas nos dirigeants qui ont pris cette décision. Je note quand même que Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a réussi à convaincre le gouvernement de faire des concerts tests, non pas en outdoor, en indoor, et que notre ministre des Sports n'a pas réussi, quant à elle, à convaincre le gouvernement de faire des tests en mettant 20 ou 30 ou 40% d'une jauge, comme Noël Le Graët l'avait demandé. Par rapport au stade. Il y avait la Coupe de France et que les clubs amateurs ont continué à jouer. En tout cas, ceux qui sont qualifiés continuent à jouer. Gaëtan Huard, est-ce que le danger il n'est pas pour le football dans son ensemble, avec une perte des licenciés ? Forcément, parce que l'enjeu ne va pas être la saison prochaine, même si d'ici la fin de la saison, on s'oriente peut-être vers des coupes départementales, régionales, enfin dans des formules à trouver pour les clubs amateurs. Est-ce que le danger, c'est pas de perdre ses licenciés et de pas trop les récupérer en fait ? Moi, je suis très proche de l'ASH, le petit club du Haillan, de la ville du Haillan, et on était à 420 licenciés l'année dernière. Je crois qu'on est à peine 340 cette année, donc ça fait beaucoup de pertes et ça fait des trous dans les caisses des petits clubs. Le danger, il est là pour ces clubs. Le danger, il est là. Menacer l'existence. C'est surtout les parents qui ne vont pas réinscrire la saison prochaine les enfants si la saison se passe de la même manière, quoi. Il faut apporter quelque chose de nouveau pour que les gens aient envie de remettre les enfants au foot. Parce qu'il y a les entraînements sans contact, il n'y a pas de compétition. Le pire, c'est ça, c'est que tu ne peux pas faire de compétition. Tu joues dans ton club entre nous et pas de contact, comme on voulait jouer au football sans contact. Ouais. Mais on vit une aberration. On prive les clubs amateurs de compétition et on les autorise à faire la Coupe de France. Hier soir, on a assisté à la victoire du Canet face à l'Olympique de Marseille. C'est quand même extraordinaire. Ces garçons n'ont pas le droit de faire leur propre championnat de N2, mais ils ont le droit de jouer contre les clubs pro. Ils ne peuvent pas être testés chez les amateurs 2 fois par semaine, comme le protocole qui a été mis en place pour la Coupe de France. Voilà, vous êtes moyennement convaincu. Non, mais moi, je suis très déçu pour tous ces clubs. J'allais vous dire, pour la vie des villages, la vie de ces villes, la vie de ces banlieues, tout ça, c'est perdu. La vie de ces clubs. Pour ce printemps, évidemment. La vie des clubs, je veux dire, c'est la dépense aussi. Moi, je vois les enfants, ils bougent pas, ils ont plus d'activité. Et c'est une dépense qui permet aussi d'équilibrer avec la famille et la maison. Quand il n'y a pas de dépenses physiques au foot, la maison, c'est plus compliqué, quoi. On ne peut pas non plus faire que courir les enfants. Il faut aussi qu'ils jouent. Avant tout, le football, c'est un jeu. Et c'est important de jouer et d'avoir de la compétition et d'avoir des rencontres. Là, c'est un petit peu raté pour les prochaines semaines. Toujours est-il qu'en tout cas, football amateur, je vous le disais, l'annonce devrait être faite la semaine prochaine. En tout cas, il y a une assemblée générale de la Fédération française à partir du 15 mars. On se dirige donc complètement vers l'arrêt des championnats dans leur formule actuelle, masculin et féminin, et probablement vers une formule encore qui reste à définir avec l'accord des ligues régionales entre les districts et les ligues avec dernières infos de ce mardi, c'est ça, des coupes avec une première phase, des phases finales, tout ça pour essayer de maintenir un petit peu l'activité des clubs comme celui dont vous êtes proche, Gaëtan Huard, au Haillan, dans la banlieue de Bordeaux. Merci beaucoup, Gaëtan Huard, d'être venu sur ce plateau. Puis on rappelle, il y a 25 ans, l'épopée européenne de Bordeaux, ça fera bientôt, le fameux Bordeaux-Milan, c'est bientôt. C'est dans quelques jours où Bordeaux avait éliminé le Milan AC avant d'arriver en finale et de perdre contre le Bayern de Munich en Coupe UEFA. Merci Christophe Hutto, agent de joueur, d'être encore venu sur ce plateau ce mardi. À mardi prochain, belle soirée à vous, ciao.